Nous sommes au mois d'avril 1896, un mois d'avril, disent les journaux, comme on n'en a pas vu depuis un siècle, un mois d'avril éclatant, lumineux, souriant. Pourtant, depuis quelques jours, un homme à Paris est soucieux. Cet homme est le concierge du 40 rue de Paradis. Pourquoi est-il soucieux? Parce que les locataires du 4e étage, monsieur et madame Couédon, qui mènent une vie rangée avec leur fille, se sont mis brusquement à recevoir 20 à 30 personnes par jour et que ce changement l'intrigue. Que viennent faire tous ces gens? Un matin, il décide d'en avoir le cœur net. Il monte discrètement derrière un nouveau visiteur, se cache dans un coin de l'escalier et écoute. L'autre parvient au 4e étage, sonne, attend. Au bout d'un instant, on lui ouvre la porte. Ce que le concierge entend alors n'est pas pour le rassurer, au contraire. Il entend en effet le visiteur dire à madame Couédon « Pardon, madame, j'aurais une question à poser à l'archange Gabriel. » Madame Couédon va-t-elle éclater de rire? Non. Elle répond « C'est très facile, monsieur, ma fille va vous recevoir. » On a beau être concierge rue de Paradis, il y a tout de même des choses qui étonnent. Le lendemain, n'y tenant plus, il interpelle mademoiselle Couédon, Henriette, une grande brune, aux yeux doux, âgée de 24 ans. « Ils en reçoivent du monde, vos parents, depuis quelque temps. »« Ce ne sont pas mes parents, dit la jeune fille, c'est moi. »« Vous? Mais qu'est-ce qu'ils vous veulent, tous ces gens-là ?»« À moi, rien, c'est à l'archange Gabriel qu'ils s'adressent. »« À l'archange Gabriel ?» Oui, ils l'interrogent et l'archange leur répond par ma bouche. « Eh bien, vous devez gagner beaucoup d'argent, dit le concierge, car vous avez des clients, et des chics. » Mademoiselle Couédon l'interrompt. « Mais je ne me fais pas payer, monsieur. J'ai été choisie par le ciel, c'est une mission que j'accomplis. » Et très digne, elle quitte le concierge. Les jours qui suivent, les visiteurs se font encore plus nombreux. Il y a 50, 80 puis 100 personnes qui se présentent quotidiennement à la porte des Couédon. Tout Paris parle de la voyante de la rue de Paradis. On assure que tous les jours, elle entre en extase et prophétise, qu'elle annonce aussi bien des événements politiques et des catastrophes de chemin de fer que la guérison d'une varicelle ou la naissance de jumeaux. Bref, rien ne lui échappe. Finalement, des journalistes viennent interviewer Henriette Couédon. Elle leur explique d'un ton enjoué qu'elle a été choisie par Dieu pour avertir ses contemporains des grands événements qui se préparent et qu'elle est inspirée par l'ange Gabriel. Quand l'archange parle par ma bouche, dit-elle, je n'entends pas. Je n'entends pas davantage les questions qu'on lui pose et auxquelles il répond. Je suis un instrument, pas plus. À ce moment-là, ma personnalité disparaît. C'est par ma mère, par les autres témoins, que j'ai appris les diverses prophéties dont j'ai été le truchement et dont beaucoup déjà se sont réalisées. Après la parution de ces articles, les Parisiens se ruent littéralement aux 40 rue de Paradis. Ils s'entassent dans la minuscule entrée des Couédon. Il y en a sur le palier, dans l'escalier et jusque sur le trottoir. On les introduit par petits groupes dans un salon modeste, dont les meubles sont recouverts de housses et que décorent quelques statuettes et quelques images pieuses. Ils attendent en silence, comme s'ils étaient à l'église. Certains, à tout hasard, s'agenouillent sur le tapis. Puis la jeune voyante apparaît, souriante, elle salue l'assistance de quelques mots aimables et explique comment les choses vont se passer. Si vous avez des questions à poser, adressez-vous à l'ange, pas à moi. C'est lui qui vous répondra. Ne vous étonnez pas s'il vous tutoie. Il ignore le vouvoiement, mais vous, par respect, vous ne devez pas le tutoyer. Après quoi, mademoiselle Couédon s'assied dans un fauteuil et demeure immobile. Ses mains se crispent sur les accoudoirs et tout à coup, ses paupières s'abaissent à demi, ses prunelles disparaissent, comme si ses yeux s'étaient retournés pour lire au-dedans d'elle-même, dit un témoin. Et elle parle, ou plutôt, elle psalmodie, des phrases rythmées, faites de petits vers plus assonancés que rimés. Un cyclone va trembler, ce n'est pas éloigné, le Vésuve va monter, puis un autre à côté. Des volcans vont sauter, j'en vois comme enterrés. Puis, après un court silence, dans une maison élevée, remplie de gens aisés, une fillette âgée de moins de 12 années n'aura plus mal aux pieds.
Ces phrases se dévident longuement sur un ton monotone. Quand elle a terminé, les visiteurs posent des questions et l'archange Gabriel répond par la bouche de la jeune fille. Il élimine parfois certains sujets. C'est ainsi qu'un jour, une dame ayant demandé si elle retrouverait sa perruche, l'ange, très fâché, a déclaré qu'il ne répondrait pas à une question aussi frivole. Bientôt, des médecins, des prêtres, des savants, des hommes politiques et le célèbre Papus viennent interroger mademoiselle Quédon. Elle leur annonce le retour d'un roi en France. Il s'appellera Henri et régnera sous le nom de Henri V. Tous les journaux, bien entendu, se font l'écho de cette prédiction et le pays tout entier en parle. On assiste alors, aux 40 rue de Paradis, à une scène extraordinaire. Le prince Henri d'Orléans en personne vient interroger Henriette Quédon. Il se mêle aux visiteurs, attend 1 heure dans le couloir, ouvre même la porte aux personnes qui sonnent. Enfin, il est reçu. Archange, est-ce moi qui monterai sur le trône de France ? Mais Gabriel, avec une franchise angélique, lui répond « Pas du tout ». Et le prétendant s'en va, la tête basse. 2 jours après, c'est le frère de Henri de Bourbon qui se présente chez mademoiselle Quédon. « Mon frère sera-t-il roi ?» demande-t-il. « Je ne vois pas monter sur un trône doré ton frère bien-aimé, la couronne enviée lui passera sous le nez. » Répond l'ange qui ne répugne pas aux tournures populaires. Il s'en va, fort déçu. Alors la France se passionne. Édouard Drummond, Jules Clarty, Émile Zola s'en mêle. On veut en savoir plus sur mademoiselle Quédon et un journaliste va rendre visite à une mystérieuse Madame O, voyante elle-même, chez qui mademoiselle Quédon aurait eu sa première extase. « Oui, c'est vrai, dit-elle, mais vous savez que l'ange parle aussi par ma bouche tous les mercredis. Bien mieux, monsieur, moi je vois les âmes. Une personne est morte l'autre jour. J'ai su, sans bouger de chez moi, l'heure de sa mort, car j'ai vu son âme passer. » « Et comment est-ce fait une âme qui passe ?» demande le reporter. « C'est comme une petite flamme de punch, tantôt blanche, tantôt bleue. Cette âme qui ressemble à la flamme bleue d'un punch fait ricaner les journalistes. Certains commencent à dire que mademoiselle Quédon, comme madame O, est une détraquée. Qu'on nous laisse tranquille avec ces bêtises, écrit Zola. Les prétendus phénomènes de voyance ne sont qu'attrape-nigaud, tout juste bons à impressionner quelques bigotes illettrés. L'étoile de mademoiselle Quédon commence à baisser. Le tout Paris est changeant et a tôt fait de brûler ses idoles. Et puis, un soir de mai 1896, la comtesse de Maillé reçoit dans son salon parisien la fine fleur de l'aristocratie française. Il y a là plus de 100 invités portant des noms prestigieux. « Je vous ai réservé une surprise, » leur dit madame de Maillet. « Une attraction. La célèbre voyante mademoiselle Quédon, que voici. » Un peu intimidée, la jeune fille entre sous les applaudissements et va s'asseoir au centre du salon. Toute l'assistance la considère avec une curiosité amusée. Comme elle tarde à prophétiser, on tape des pieds. « L'extase, l'extase, l'extase » répète-t-on. Alors, la jeune voyante se renverse soudain dans son fauteuil et ferme à demi les yeux. Ses pommettes rougissent et elle psalmodie. Près des Champs-Élysées, je vois un endroit pas élevé, qui n'est pas pour la piété, mais qui en est approché, dans un bruit de charité qui n'est pas la vérité. Elle s'arrête un instant, son visage se contracte. Je vois le feu s'élever, et les gens hurler, des chairs grillées, des corps calcinés. J'en vois comme par pelleté. La voyante vacille. On est obligé de la soutenir. Quand son malaise est passé, Henriette précise que toutes les personnes qui l'écoutent seront épargnées. Puis elle se tourne vers le comte de Maillé et lui annonce qu'il sera touché, mais de très loin. Avant de se retirer, la jeune voyante ajoute encore qu'après cet incendie, elle voit la mort d'un grand seigneur. 10 minutes après, tous les invités de madame de Maillet ont repris leur papotage mondain. Et 1 an plus tard, presque jour pour jour, le 4 mai 1897,
Le bazar de la Charité, installé rue Jean Goujon, près des Champs-Élysées, prend feu. La foule, prise de panique, court en hurlant vers des issues trop étroites. On s'écrase, on se bat et tout grille, tout se consume, tout se calcine. Il y a plus de 100 morts, dont la duchesse d'Alençon. Or, comme l'a prédit Henriette, aucun des invités de Madame de Maillé n'est parmi les victimes. Quant au comte, il est en deuil d'une arrière-cousine. Enfin, le 7 mai, 3 jours après la catastrophe, le duc d'Aumale meurt en Sicile en apprenant la mort de sa nièce, la duchesse d'Alençon. Voilà donc un cas de voyance nettement établi. Si toutefois les petits vers que vous avez cités concernant le bazar de la Charité ont bien été mot pour mot prononcés par mademoiselle Quédon. Je vous rassure tout de suite, ils ont été notés immédiatement par Gaston Méry, un journaliste qui se trouvait là. En outre, le comte de Maillé lui-même en a confirmé l'exactitude dans un article publié par le journal Le Temps. Qu'a-t-elle prédit d'autre qui se soit réalisé? Des cyclones, des catastrophes de chemin de fer, des duels entre personnages célèbres, la disparition de Félix Faure, la révolution russe. Et elle ne s'est jamais trompée? Si, par exemple, en annonçant le retour d'un roi en France. Comment était-elle dans la vie? N'était-elle pas un peu hystérique? Pas du tout. C'était une jeune fille gaie, enjouée, rieuse, pieuse, mais nullement mystique. Elle lisait beaucoup, et son auteur préféré n'était pas Saint-Jean de la Croix ou Nostradamus, mais Jules Verne. Elle ne s'était d'ailleurs jamais intéressée à l'occultisme. Elle avait une très bonne santé et n'avait jamais ressenti aucun trouble nerveux. Bref, c'était une brave jeune fille, bien équilibrée. Or, un jour, ses parents se rendirent avec elle chez une amie, la fameuse Madame O, dont j'ai parlé. Cette dame prétendait être inspirée par l'archange Gabriel et avoir des dons de voyance. Toutefois, depuis quelque temps, son don semblait s'amenuiser. Il est vrai qu'elle faisait payer ses clients. Je vous interromps. Quand une voyante se fait payer, elle voit moins bien? Je ne vais pas faire plaisir aux dames qui font profession de dire l'avenir, mais il est certain que très souvent, les voyantes perdent leurs dons en les monnayant. Bon, revenons à mademoiselle Quédon. Oui, bon, ce jour-là, Henriette se trouvait donc chez Madame O, quand tout à coup, elle tomba dans une extase qui dura plusieurs heures. Par la suite, elle raconta que l'archange Gabriel, écœuré de voir Madame O commercialiser sa voyance, était venu lui annoncer qu'il l'avait choisie comme porte-parole. Et qu'en pensez-vous? Je vous avoue que je ne crois pas beaucoup à l'intervention de l'archange Gabriel dans cette histoire, mais il est incontestable qu'un jour, pour des raisons qui demeurent mystérieuses, le comportement de mademoiselle Quédon se transforma du tout au tout, et qu'elle sembla avoir un certain don de voyance. N'importe qui peut prédire sans courir grand risque de se tromper qu'il y aura dans les semaines à venir un tremblement de terre quelque part, une catastrophe de chemin de fer, la mort d'un homme célèbre ou des troubles sociaux. Oui, je vous l'accorde. Aussi, je n'attache guère d'importance à tout ce qu'elle a pu prédire avant et après la soirée de mai 1896. Mais il y a l'extraordinaire vision de l'incendie du bazar de la Charité. N'aurait-elle vu que cet événement que son cas serait à jamais passionnant, car au moment où elle en a parlé, aucun projet concernant une vente de charité installée près des Champs-Élysées n'existait encore. Tout cela nous amène à penser que la voyance existe. Mais comment peut-on expliquer qu'on puisse avoir la vision d'un événement futur? Dans l'état actuel de nos connaissances, il est impossible de répondre à cette question. Pourtant, je vais vous donner une explication qui est souvent proposée par les parapsychologues. Imaginez un train tournant autour d'une montagne à la rencontre d'un autre train qui roule sur la même voie. Ces deux trains s'ignorent réciproquement. Ils ne reçoivent aucun signal d'alarme et leur collision est certaine. Cependant, leur destin leur est inconnu. Tandis que la catastrophe qui se prépare est absolument évidente pour un observateur placé, par exemple, dans un avion, à quelques centaines de mètres au-dessus d'eux, eh bien, le voyant est peut-être un être qui se situe à un niveau supérieur.
Est-ce que des savants se sont penchés sérieusement sur ces problèmes? Oui, oui, oui. Entre autres, l'un des plus grands biologistes de notre temps, le docteur Alexis Carrel, prix Nobel et auteur de L'homme, cet inconnu. Voici ses conclusions. Certains individus paraissent susceptibles de voyager dans le temps. Les clairvoyants perçoivent non seulement des événements qui se produisent au loin, mais aussi des événements passés et futurs. On dirait que leur conscience projette ses tentacules aussi facilement dans le temps que dans l'espace. Ou bien que, s'échappant du continuum physique, elle contemple le passé et le futur, comme une mouche contemplerait un tableau si au lieu de marcher à sa surface, elle volait à quelque distance de lui. L'effet de prédiction de l'avenir nous mène jusqu'au seuil d'un monde inconnu. Il semble indiquer l'existence d'un principe capable d'évoluer en dehors des limites de notre corps. Mais alors, l'avenir existerait donc déjà? Permettez-moi de vous laisser seul avec cette vertigineuse question.